T'es-tu déjà senti mentalement épuisé avant même que la journée commence? T'as-tu déjà eu l'impression d'être présent, mais distant, comme si tu vivais ta propre vie à travers un brouillard? T'es pas seul. Une épidémie silencieuse est en train de se propager et elle ronge quelque chose d'essentiel, notre capacité à penser, à nous concentrer, à ressentir. Notre cerveau est en train d'être reprogrammé, non par choix, mais par habitude. Et ça s'appelle le cerveau en décomposition. Le plus effrayant, c'est que personne n'en parle avec le sérieux qu'il faut. On transforme les blagues sur l'addiction aux réseaux sociaux en mèmes, alors qu'on vit une crise cognitive, un effondrement de l'attention, de la concentration et de la présence. On n'est plus les auteurs de notre propre histoire, mais des consommateurs passifs d'une réalité façonnée par des algorithmes qui connaissent nos désirs mieux que nous-mêmes. Aujourd'hui, on se réveille, et la première chose qu'on fait, c'est de regarder un écran. Un clic, et on est déjà plongé dans un flux de contenu jetable. Nos matinées commencent par des stimuli, pas par la réflexion. Et quand on regarde autour de nous, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Parents, enfants, collègues, tous connectés, tous loin les uns des autres. Plus de 5 milliards de personnes accèdent à Internet chaque jour. Collectivement, on passe plus de 4 millions d'années par jour devant des écrans. Et tandis que ces chiffres augmentent, notre clarté mentale diminue. On devient incapable de supporter le silence, la concentration ou l'inconfort. Chaque seconde d'inactivité est remplie de quelque chose qui nous occupe, et chaque défilement semble inoffensif, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on a oublié comment être présent. La détérioration mentale à laquelle on fait face ne se produit pas du jour au lendemain. Elle s'infiltre lentement, comme une fuite invisible dans le plafond. Une vidéo de plus, un défilement avant de dormir, une notification pendant une conversation. Quand on s'en rend compte, on n'arrive plus à s'asseoir sans prendre son téléphone. On n'arrive plus à penser sans stimulus. Et pire encore, on n'arrive plus à vivre sans distraction. C'est là qu'on doit s'arrêter et se demander comment en sommes-nous arrivés là? Et qu'est-ce qu'on est en train de perdre exactement? Cette vidéo est une plongée dans ce processus, un chemin qui a commencé dans le confort et s'est terminé par un effondrement. Pas pour nous culpabiliser, mais pour nous réveiller. Parce que la vie qui vaut la peine d'être vécue exige d'être présent. Et la présence commence quand on a le courage d'affronter ce qu'on essaie d'éviter. Depuis qu'on a arrêté de chasser pour survivre, nos cerveaux ont continué à chercher des stimuli. C'était naturel, courir, apprendre, construire. Mais aujourd'hui, ce besoin est devenu un piège. On est bombardé de stimuli bon marché, disponibles à tout moment. Vidéos courtes, mèmes, sons, lumière, défilement infini. Le problème n'est pas le plaisir en soi, mais la façon dont il est procuré, rapidement, sans effort, sans fin. TikTok en est l'exemple parfait, un fil d'actualité qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il équilibre plaisir et attente, nous rendant accros. Vous aimez les chiens? Il vous en montre un toutes les 3 vidéos. Vous riez, vous passez à la suivante, vous oubliez, et vous recommencez. C'est pas exagéré de dire que ça façonne nos cerveaux. Aujourd'hui, on passe plus de 9 heures par jour devant des écrans au Brésil. Les enfants et les ados dépassent les 8 heures d'utilisation récréative quotidienne. Et l'effet n'est pas neutre. Les experts alertent sur l'augmentation de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil et du manque de concentration, symptômes d'un cerveau surchargé et désorienté. La neuroscience le montre, plus on a de stimuli rapides, moins on arrive à se concentrer, à se souvenir et à réfléchir.
Notre cortex préfrontal, qui s'occupe de l'attention, de la planification et de la maîtrise de soi, devient moins efficace. On cherche juste le prochain pic de dopamine. Il n'y a plus de place pour l'ennui créatif, ni pour le silence productif. Peu à peu, on perd le contact avec nous-mêmes. On vit distrait, anesthésié. À chaque défilement, on enterre un peu plus notre capacité à être présent. Les mèmes remplacent les conversations. Les vidéos remplacent les expériences. Et quand la vidéo se termine, rien, le vide. Il ne s'agit plus de divertissement, mais de santé mentale, d'identité. On apprend à notre cerveau à se contenter de récompenses inutiles, à abandonner tout effort, à éviter toute profondeur. On cesse de vivre pour simplement réagir. Récupérer notre attention est devenu un acte de résistance. On ne peut peut-être pas changer le monde numérique, mais on peut changer notre attitude face à lui. Ça commence quand on reconnaît qu'on est accro à la fuite de la vie réelle. Notre cerveau a été façonné pendant des millénaires pour rechercher des récompenses réelles, nourriture, socialisation, défis. Aujourd'hui, cependant, on est plongé dans un exercice de confort infini. Et c'est précisément là que la détérioration se produit. Des études récentes montrent que la consommation excessive de vidéos courtes, comme celle de TikTok, réduit considérablement notre attention et notre maîtrise de soi. Une expérience menée auprès de jeunes a révélé que plus le temps passé à regarder des vidéos courtes est long, plus la capacité à se concentrer, à établir des connexions synaptiques et à maintenir un raisonnement continu diminue. Au Brésil, le temps moyen passé devant les écrans dépasse les 9 heures par jour. Et la situation est encore plus grave chez les ados, dont l'utilisation récréative atteint plus de 8 heures. Ces chiffres ne sont pas des données brutes, ce sont des signaux d'alarme. Les enfants et les jeunes, exposés à plus de 4 heures d'écran par jour, ont un risque d'anxiété et de dépression jusqu'à 88% plus élevé. En parallèle, des termes comme popcorn brain décrivent cet état d'hyperstimulation. Les cerveaux bombardés de stimuli rapides perdent leur capacité de concentration profonde, ce qui entraîne une fatigue mentale constante. Le phénomène de l'attention partielle continue, le Continuous Partial Attention, nous fait disperser notre attention dans 1000 directions, ce qui réduit notre efficacité, notre créativité et notre capacité de réflexion. Il y a aussi un impact scolaire et cognitif. Les étudiants qui regardent beaucoup de vidéos courtes ont des notes plus basses et ont du mal avec les tâches qui demandent de la mémoire et de l'organisation. D'autres études montrent que le changement constant de contexte, passer d'une vidéo à l'autre, changer d'écran, nuit à notre capacité à nous souvenir des tâches prévues, ce qui affaiblit la mémoire prospective. En plus, l'utilisation prolongée des écrans change le fonctionnement exécutif du cerveau, rendant le contrôle de soi plus difficile. Plus on passe de temps sur les vidéos courtes, moins on a la force de résister à la tentation de continuer à les regarder. Ceci est renforcé par le lien entre le temps excessif passé devant les écrans et les symptômes d'hyperactivité, de stress, de dépression et d'anxiété, non seulement chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Au Brésil, cette préoccupation se reflète déjà dans les politiques publiques. Les écoles interdisent les téléphones portables en classe pour protéger la santé mentale et les résultats scolaires des élèves. Reconnaître le problème est la première étape, mais reprendre le contrôle demande de la pratique. Désactiver les notifications, limiter le temps passé devant les écrans, créer des espaces hors ligne. Si on veut retrouver notre essence, on doit se rappeler que le cerveau n'a pas été conçu pour papillonner entre des stimuli infinis. Il prospère dans la profondeur, la concentration,
l'effort prolongé. Quand on pratique le silence, la concentration, la lecture, on donne au cerveau la possibilité de se réorganiser, de se rééquilibrer et de se mettre en route vers quelque chose de significatif. Progresser, au lieu de simplement réagir, voilà le chemin vers un cerveau sain, pas pourri. Appuyer sur play est devenu une habitude. Il est peut-être temps d'appuyer sur pause. On est passé de stimuli courts à une dépendance profonde qui nous prive de sommeil et de santé mentale. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, ce n'est pas seulement une question d'utilisation excessive, c'est la façon dont cela affecte notre santé mentale et physique. Des études montrent que l'utilisation excessive des smartphones est directement liée à une détérioration du sommeil, à une augmentation de l'anxiété, de la dépression et du stress. Le simple fait d'utiliser son téléphone portable avant de se coucher suffit. Une expérience a suivi des étudiants qui sont restés 30 minutes sans écran avant de se coucher pendant 4 semaines. Résultat, ils s'endormaient plus rapidement, dormaient plus longtemps et mieux. En plus, leur humeur s'est améliorée et leur mémoire s'est clarifiée. Au Brésil, 30% des ados ont des symptômes d'anxiété, de dépression ou des plaintes physiques liées au temps passé devant les écrans. L'utilisation intensive des réseaux sociaux chez les filles est associée à un risque plus élevé de dépression. C'est un tableau alarmant. Près de la moitié des jeunes dorment moins que nécessaire, et ça va bien au-delà de la fatigue. La technologie avant le coucher perturbe notre horloge interne. La mélatonine, notre hormone du repos, est trompée par la lumière bleue des écrans, qui fait croire à notre corps qu'il fait jour. Résultat, insomnie, sommeil fragmenté et fatigue. Et puis, il y a la procrastination au moment du coucher. On repousse l'heure d'aller dormir pour continuer à défiler, ce qui alimente l'anxiété et la culpabilité. Pire encore, on en subit les effets réels. Difficulté à se concentrer, humeur instable, prise de décision compromise. Et on sait que ça touche aussi les adultes. Environ 40% des étudiants en médecine montrent des signes de dépendance au smartphone, avec des conséquences telles que l'anxiété, l'irritabilité et un mauvais sommeil. Cette compulsion numérique s'appelle la nomophobie, la peur de se retrouver sans son téléphone portable. Ceux qui en souffrent ressentent une anxiété intense, des symptômes similaires à ceux d'une addiction à la drogue, une dépendance émotionnelle et une difficulté à se séparer de leur appareil. C'est une prison invisible, mais puissante. La conséquence, on est déconnecté de la réalité. On se sent anxieux, stressé, engourdi, mais on continue à scroller sans se rendre compte qu'à chaque fois qu'on touche notre téléphone, on alimente un profond déséquilibre. Notre cerveau est en alerte constante et notre corps en paie le prix. Yeux secs, mauvaise posture, douleur. Et il n'y a pas de guerre sans plan. La science nous donne des outils. Désactiver les notifications, établir des horaires sans écran, créer des zones sans technologie, se lancer dans une cure de désintoxication numérique. Limite l'utilisation des téléphones portables avant de dormir. Remplace le défilement par la lecture, la conversation, le silence. Utilise ce temps pour te reconnecter avec un but, un rythme, avec toi-même. Ce chapitre traite de l'urgence de retrouver le sommeil, l'esprit et la présence. Il faut ralentir pour retrouver la clarté. Et la première étape, douloureuse, consiste à regarder l'écran et à décider, pas maintenant. On est sur le point d'entrer dans l'ère de la réalité virtuelle, RV, et de l'intelligence artificielle, des domaines
qui promettent des expériences sensorielles inédites. La vue, l'ouïe, le toucher et même l'odorat et le goût dans des environnements numériques créés sur mesure pour toi. Ça a l'air incroyable, jusqu'à ce qu'on tombe dans l'abîme de l'hyperstimulation. Des études suggèrent que la RV peut déclencher une sorte d'addiction similaire à celle des réseaux sociaux, surtout quand les environnements virtuels sont trop immersifs. Le sentiment d'être là peut pousser à une utilisation compulsive. On parle déjà de porno RV, qui par son intensité sensorielle et son réalisme devient plus addictif que les contenus traditionnels. Dans certains cas, 20% des utilisateurs disent avoir des symptômes de dépendance, ce qui montre que cette technologie peut nous empêcher de faire la différence entre la réalité et la fiction. Du côté thérapeutique, la RV a aussi un côté paradoxal. Elle aide à traiter les traumatismes, les phobies et à soutenir la guérison des dépendances. Mais même là, l'immersion peut être tellement intense qu'elle aggrave les symptômes, comme les nausées, la tension et même une dissociation momentanée. Dans le domaine clinique, la RV est un outil puissant, mais récent. Elle nécessite encore une validation solide pour certaines utilisations. L'éthique, la sécurité et la confidentialité doivent être rigoureuses. Il existe déjà des initiatives visant à exposer des patients à des scénarios à risque, comme des personnes dépendantes à la cocaïne, confrontées à des situations virtuelles qui provoquent le désir, mais dans un environnement contrôlé. Cependant, ces utilisations ciblées contrastent avec ce qui va arriver. La RV dans le domaine du divertissement, qui combine IA et immersion sensorielle, sera bien plus sophistiquée et accessible. Le métaverse et les espaces XR peuvent combiner réalité, stimulation et intelligence artificielle pour créer des punitions douces, des sensations addictives qui font perdre du temps, de la concentration et le sens de soi. Le risque ? Déconnexion de la réalité, anxiété, isolement, voire distorsion de l'identité, quand on ne peut plus distinguer qui on est numériquement et qui on est hors des écrans. Le phénomène de dépersonnalisation, après une utilisation intensive de la RV, existe déjà. Et dans les espaces virtuels, le corps et l'esprit peuvent se confondre. On ne veut pas diaboliser la technologie, mais on veut te prévenir. Dans quelques années, on pourrait se réveiller dans un monde où on vit plus en ligne que dans la vraie vie, où le confort intime de la RV dépasse largement le défi de vivre la vraie vie, et où, en sortant du monde virtuel, la vie semble moins intense. On doit réfléchir. Quel genre de monde est-on en train de construire ? Les stimuli virtuels peuvent-ils garantir un but, de l'empathie, de la croissance ? Ou ne font-ils que repousser le vide en remplaçant les défis réels par des fêtes épiques dans un univers numérique infini ? Avant que la technologie ne progresse sans frein, on doit garder une partie de notre vie, notre conscience, nos limites, nos valeurs, pour faire face à la réalité. L'évasion numérique peut être belle, mais on en paiera le prix un jour. Et ce qui est bon marché peut nous coûter très cher. On a atteint le sommet, et peut-être que tu ressens déjà l'urgence de ces avertissements. La pourriture cérébrale n'est pas une vision futuriste, c'est une réalité qui se déroule sous nos yeux et dans nos esprits. L'esprit qui s'émerveillait autrefois devant les petits grands mondes réels est conditionné à rechercher des échappatoires rapides, des courts-circuits de plaisir qui nous éloignent de l'existence réelle. J'avais 23 ans quand j'ai remarqué le vide, le manque de mémoire, le malaise, le brouillard. Et c'était simple. J'ai supprimé TikTok, j'ai recommencé à bien dormir, à faire de l'exercice et à manger correctement. Après 3 semaines de discipline constante,
J'ai senti ma concentration revenir, ma clarté réapparaître. Ça semblait magique, mais c'était juste de la neuroplasticité. Notre cerveau se reconnecte quand on lui donne l'espace dont il a besoin. Bien sûr, ce n'est pas facile. L'ennui fait mal. Le vide dérange. L'appareil réclame notre attention. Mais c'est dans ce silence que renaît la capacité de créer, de planifier, d'aimer et de grandir. En bref, de vivre. Et chaque petite victoire, un livre lu, un projet commencé, une conversation profonde, apporte plus de satisfaction que n'importe quel clic immédiat. Maintenant, je t'invite à un pacte silencieux. Appuie sur pause sur le défilement automatique pendant au moins 24 heures. Utilise ce temps pour faire quelque chose qui te fait vraiment battre le cœur. Écrire, jouer d'un instrument, marcher sans but, discuter en regardant les gens dans les yeux, et observe l'impact que ça a sur toi. Si tu le souhaites, partage dans les commentaires ce que tu as fait pendant ce temps et comment tu t'es senti en étant plus présent. Et si ce contenu t'a touché, pense à contribuer à cette chaîne. Tout soutien, quel qu'en soit le montant, renforce ce travail et permet à d'autres réflexions et contenus comme celui-ci d'atteindre des personnes qui luttent également pour plus de clarté. Ton aide construit une communauté qui valorise la présence, le sens et l'authenticité. Et pour cela, je t'en suis profondément reconnaissant. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like. Ici, on cherche à créer une complicité avec ceux qui veulent vivre vraiment, loin de l'animation vide et des algorithmes qui nous poussent à faire défiler sans raison. Écris vide pour t'engager envers toi-même et montrer à YouTube que ce contenu est précieux. On est tous dans le même bateau. Sois présent, implique-toi, approfondis. C'est ton espace pour t'éveiller. Merci d'être là et de soutenir ce travail qui, avec ton aide, touche de plus en plus de cœurs inquiets à travers le monde.